Hello Gabin, Salut, salut. tu vas bien? Ça va nickel et toi? Ça va au top. Ouais, du coup, je disais que tu étais actuellement à Singapour, donc qu'on n'allait pas te faire attendre trop trop longtemps, parce que je crois que chez toi, il est assez tard, tard dans la nuit, c'est ça? Ouais, c'est ça, il est 1 heure du matin là. Mais bon, Ouais. après, c'est le jeu, hein. Quand t'es en décalage comme ça avec la France. Ouais, oui, oui, ça fait partie du jeu du digital nomade. Bah écoute, bah pour commencer, moi je te propose que tu te présentes comme tu veux. Tu te présentes une présentation longue ou courte, c'est toi qui vois. Ça marche, hein, je vais essayer de faire succès en tout cas. Bah, du coup, moi, je suis, développeur, freelance là depuis un peu plus de 5 ans. Avant ça, j'ai fait, 5 ans, à peu près de salarié, dans 2 startups différentes. Et puis à la base, moi, j'ai fait des études, en fait, j'ai fait des études dans une école, qui était axée un peu sur l'image et puis, ensuite sur le multimédia, donc sur le web. Donc j'ai fait 3 ans comme ça et puis j'ai fait 1 année, de design pur, design web, avant de me lancer du coup, en mon premier job, c'était, développeur front-end, quoi. Ok, 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 trop cool. Et du coup, ouais, tu me disais que bah là en ce moment, enfin là ça fait quoi? Ça va faire un peu plus. Enfin non, ça va faire 3 mois ou un peu plus que t'es en mode full digital nomade. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, du coup, avec ma copine, on est originaire de La Réunion et on a pas mal bougé. On a vécu un peu à Grenoble et puis après à Lyon. Tout ça pour dire qu'on n'a pas d'attache, géographique, très précise, quoi, parce que notre famille est à La Réunion et du coup, on a eu envie là, de se lancer, il y a un peu plus maintenant d'un an maintenant, on s'est lancé dans cette aventure d'abord à La Réunion, du coup, pour revoir un petit peu la famille pendant 1 an et là, ça fait 3 mois qu'on a commencé à voyager, en Asie, quoi. Ok, 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 trop trop cool. Et jusqu'à présent, j'imagine que enfin, l'expérience est top, sinon vous auriez arrêté directement. Ouais, c'est ça, c'est top et puis, tu sais, il y avait un peu une appréhension de se dire, bah, tu sais, tu vas vers l'inconnu, tu perds tous tes repères, tu as plus ton quotidien et tout. Mais on s'est aussi rendu compte que finalement, c'est un mode qui nous convient, dans le sens où de toute façon, tu retrouves toujours un petit peu tes repères, quand surtout dans nos métiers, tu vois? Où tout est, de toute façon, tout se fait à distance, tout est, heu, enfin sur l'ordinateur ou quoi. Donc tu retrouves tes habitudes et derrière après en plus tu peux profiter de l'endroit où tu es, quoi. Ouais, 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 clairement, clairement. Ok, ok, ok. Du coup, ouais, Gabin, je t'ai découvert sur, du coup, sur Twitter. Sur Twitter où je crois que je suis tombé sur un de tes threads où tu parlais un peu de structure légale, de micro-entreprise, de SASU, etc. quand on est freelance. Donc ça, forcément, c'est un sujet qu'on va aborder. Mais avant ça, là récemment, il y a eu un petit truc assez, comment dire, assez marrant qui s'est passé sur Twitter. Donc alors, il y a le YouTuber Benjamin Code. Pour ceux qui sont devs et qui suivent sur YouTube doivent le connaître. Mais en gros, je dirais que c'est un des plus gros YouTubers dev français. Et du coup, il y avait lui, mais je crois que c'est pas parti de lui. Je crois que c'est parti de Bastille UI, qui est aussi du coup un créateur de contenu tech, pareil, un gros créateur de contenu tech français qui stream aussi. Et du coup, l'idée c'était de créer un outil qui te permettait d'afficher ta miniature au format image. Donc en gros, c'était principalement pour faciliter les monteurs vidéo, pour qu'ils puissent incruster facilement les miniatures des autres vidéos quand le youtubeur en parle. Et du coup, l'idée c'était enfin, Bastille UI avait fait un tweet de base et il demandait un peu à la commu si quelqu'un dans la commu était chaud de faire ça ou si Benjamin Code était chaud de faire ça. Et puis, euh, et puis ouais, donc toi t'as vu ce tweet et du coup qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Bah, en fait, quand j'ai vu le tweet, de Bastille, tout de suite j'ai trouvé le projet sympa, tu vois? Puis, en plus c'était une thématique, là donc c'est la génération d'images.
Et moi, ça fait un moment qu'il y avait une librairie qui permettait de faire génération d'images qui me plaisait bien et que j'avais envie de tester un peu plus, quoi. Donc quand j'ai vu le tweet, tu vois, ça m'a chauffé. Je crois que j'ai commencé à créer un projet, quoi, vite fait. J'ai commencé à faire deux trois trucs et puis après, il était tard, en fait et puis, gros coup de flemme, je me suis dit: «Vas-y, en Hmm. fait, la flemme, quoi» et puis, je suis sûr que dans les minutes qui viennent, dans les heures qui viennent, ça va blinder de propositions de la part de tous les développeurs, tu vois? Ouais. Du coup, je dis: «Bon, vas-y, laisse tomber» et puis, en fait, c'est le lendemain, quoi, quand je vais sur Twitter, là, je vois que Benjamin Code, a retweeté ce tweet et qui dit que voilà, enfin, il met un petit peu au défi, sa communauté en quelque sorte, quoi. En Hmm. tout cas, il motive sa communauté à participer à ce truc-là et puis, je me suis dit: «Bah, vas-y, il y a ça peut être rigolo de le faire, quoi». Surtout qu'en plus, voilà, à la base, le sujet me plaisait bien. Et puis, je me suis dit: «Voilà, c'est une opportunité sur laquelle, tu peux tenter de te glisser, quoi et tu verras bien ce que ça donne, quoi». C'est parti de là. Ok, ok. Et du coup, toi, tu fais l'application et tout. Et c'est là que Benjamin Code sort une vidéo. Il sort une vidéo où en fait il parcourt en gros un peu les différents projets qui répondent aux besoins de Bastille UI et t'apparaît en fait dans les projets qu'il affiche et encore mieux, tu es, je crois, si je dis pas de bêtises, le projet qu'il préfère, en tout cas qu'il considère qui répond au mieux aux besoins de Bastille sur le coup. Euh, du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait après ce truc-là d'un point de vue, je dirais, statistique, marketing, etc. Est-ce que toi, tu as eu des propositions? Est-ce que, je sais pas, enfin, qu'est-ce qui concrètement s'est passé de ton côté? Ouais, bah, déjà, en fait, le truc qui a vraiment, déclenché un peu tout ce qui s'est suivi après, c'est que, quand j'ai eu une première version à proposer, je l'ai posté en réponse au tweet de Misty, donc le tweet original, quoi et bah, ma réponse, elle a reçu, énormément de retours positifs, tu vois? Il y a eu, masse like dessus, pas mal de commentaires et tout, les gens, trouvaient cette première version déjà, assez, plaisante à utiliser, quoi. Hmm. Et là, j'ai senti qu'il y avait un truc qui était en train de se passer, quoi et moi, c'est des moments que j'ai déjà vécu à plusieurs, reprises dans ma carrière, quoi, si je peux dire, quoi, Ok, où, tu vois, je suis tout le temps en train de lancer des projets sur le côté et tout et la plupart des projets, ben, personne n'en entend jamais parler, tu vois? Parce que ça floppe complet, quoi. ouais. Même si avec le temps, j'ai compris qu'il faut en parler, hein, si tu veux lui donner une chance de réussir. Mais même quand tu le fais, bah, des fois ça floppe, tout simplement parce que, peut-être le timing est pas bon ou simplement ton idée est nulle ou alors l'implémentation est mauvaise. Mais il y a des fois où, ça prend. Tu vois que les gens réagissent, que, ils le partagent, qu'il y a de l'engouement derrière le truc, quoi. Et donc quand j'ai vu, bah, ce qui s'est passé sur cette réponse-là, c'est là en vérité que vraiment, j'ai senti qu'il fallait que je pousse le truc plus loin, quoi. Et donc c'est derrière après moi j'ai poussé de nouvelles versions, tu vois? J'ai fait des corrections, j'ai pris un peu en compte les retours que je recevais et c'est quelques jours après, que Benjamin Code a sorti cette vidéo et qui, bah, continue en fait à amener une visibilité énorme sur le projet et un peu dans la lignée, ben, sur mon travail quoi, sur ce que je peux faire. Et moi, j'ai essayé aussi en parallèle de tout ça de capitaliser dessus, tu vois? En partageant un petit peu comment j'avais approché le projet, qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que je pensais qui avait fonctionné, tu vois? Et peut-être aussi là où, je pouvais encore faire mieux, quoi. Et bah, c'est ça qui a fait, un peu les retours que j'ai pu partager, tu vois? Derrière, moi, j'ai reçu, énormément de visibilité sur mon contenu. Il y a plein de gens qui se me sont mis à me suivre, beaucoup de monteurs aussi. Et ça, c'est intéressant pour la suite du projet, quoi, qui est en train de se dessiner, là. Ok, ok. Alors là, dans ta réponse, il y a plusieurs choses où j'aimerais bien rebondir rapidement. Il y a un truc qui, je trouve, est assez essentiel, surtout quand t'es dev et ton objectif, c'est un peu de euh, diversifier tes revenus en créant un SaaS ou quelque chose comme ça. C'est vrai que, en fait, pour moi, le Twitter Indie Hacker, c'est un peu
l'Instagram de la mode et du voyage, dans le sens où bah, tu vois beaucoup de gros comptes comme Peter Levels, mais plein d'autres, Marc Louvion, etc., qui, en gros, pour caricaturer un peu, tu vois, mais ils lancent un projet, ça pète automatiquement, ça fait au minimum 1K de MRR, etc., etc. Euh, et en fait, du coup, quand t'es un peu nouveau dans le truc, bah, toi, t'es en mode, bah, c'est des devs, moi, je suis un dev. Pourquoi moi, je serais pas capable de faire la même chose? Et du coup, tu lances un projet, mais ça flop. Et tu te rends compte, en fait, au final, bah, que c'est pas aussi facile que ça. Et que, en fait, si aujourd'hui, ils sont capables de lancer des projets et que, bah, pas que ça marche automatiquement, parce que ça serait faux de dire ça, mais disons que ils ont certaines petites facilités de par leur audience, etc., etc., qui font que c'est un peu plus facile de lancer, mais surtout que en fait on se rend pas compte. Et je crois que Marc Louvion en parle pas mal en ce moment. C'est tous les échecs en fait qu'il a fait, qui ont fait que aujourd'hui le projet, le plus gros projet qui marche pour lui, c'est Shipfast, donc le boilerplate Next.js. Bah en fait, ce truc-là, c'est juste le résultat de tous ces échecs qu'il a eu, je crois, enfin depuis 2 ans, il est en mode full time dessus. Il n'a pas arrêté de ship des projets. Et ouais, il s'est ramassé tuile sur tuile tuile sur tuile. Et, euh, et en fait, c'est juste que, enfin, ces mots à chaque fois, c'est, bah en fait, c'est juste que lui, il était tout le temps présent. Il n'a pas lâché le bout. Il a continué de développer des trucs, développer des trucs. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que bah, quand tu lances un projet, des fois ça flop, etc., etc. Et en fait, on se rend pas compte que le ratio, bah, en fait, de nombre de projets réussis par rapport au nombre de projets que tu as fait dans sa globalité, bah, il est très faible, tu vois. C'est très, 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 très Mhm. faible. Tu as plus de chances de rater ton projet, mais énormément plus de chances que ton projet flop, que ton projet marche. Et au final, ce qui fait un peu la différence entre ceux qui réussissent et ceux bah, qui abandonnent, bah, c'est justement ce fait-là. C'est que les mecs en fait qui réussissent, bah, ils n'ont pas abandonné, ils ont continué à créer des trucs, et créer des trucs. Alors ça veut pas dire que si vous créez 100 projets, vous allez forcément péter, vous allez vous faire des millions ou quoi. Mais ça veut dire que tous ceux qui ont réussi, ils ont fait pas mal de projets. Mais tous ceux qui ont fait pas mal de projets n'ont pas forcément réussi. Donc Mhm. voilà. Mais Ouais, effectivement. ouais, Mhm. vas-y, dis-moi. Je pense qu'il y a un truc qui est important dans tout ça aussi, c'est que à chaque échec, il faut pouvoir apprendre, quoi, tirer des leçons des échecs. Et comme ça, la fois suivante, tu t'y prends mieux, quoi. Et tu vois, là, si on reprend l'exemple de l'application que j'ai créée là, pour Bastille et Benjamin Code, euh, elle a eu du succès dans le sens où il y a beaucoup de gens qui l'ont utilisée, ça a plu, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui s'en servent. Ça n'a pas rapporté d'argent pour autant, mais on pourrait qualifier ça d'un petit succès, quoi. Euh, mais cette application, j'aurais très bien pu la développer dans mon coin, en fait. J'aurais pu la faire le mois dernier, la pusher, et probablement qu'elle aurait flop aussi, en fait. Enfin, Ouais. tu vois, là, si ça a marché, c'est, parce qu'il y a eu de la visibilité, d'une part, mais aussi parce qu'il y a eu, le public, qui était intéressé enfin, le public qui avait ce problème était présent, en fait, quoi. Quand Bastille, lui, il tweet ça et qu'il dit, voilà, «Mon monteur, c'est chiant à chaque fois pour lui de faire ce truc-là», tu vois? Bah, derrière, en fait, il m'a amené tous les monteurs qui se sont mis à me suivre et qui ont vu le truc, quoi. Donc, je pense que ça, c'est un truc qui est extrêmement important quand tu développes un truc, c'est qu'il faut en parler, mais il faut en parler aux bonnes personnes, quoi. Il faut réussir à mettre ta solution devant les yeux de ceux qui en ont le plus besoin. Ouais. Ouais, non, ça c'est grave vrai parce qu'au final, tu te rends compte que bah, le building public sur Twitter, bah au final, enfin, c'est bien parce que en fait, après, ça dépend de ton objectif, tu vois. Si tu veux bah, forcément agrandir ton audience, etc., ça peut être une bonne idée. Mais de l'autre côté, bah, les personnes sur Twitter, bah, c'est peut-être pas les personnes qui vont être intéressées par ton projet. Et du coup, seulement en parler Mm. sur Twitter, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Faut que tu regardes, bah, par exemple, bah, pour toi, quel est réellement ton marché, parce qu'au final, tu as peut-être entre guillemets de l'or dans tes mains, mais du coup, si tu le présentes pas, comme tu as dit, aux bonnes personnes, bah, au final, ce truc-là, personne va l'utiliser. Et comme tu l'as dit, bah, toi,
bah toi en fait ça tombait à pic parce que bah comme tu l'as dit, tous les monteurs t'ont suivi et du coup là en fait tu sais que dans ton audience, genre limite si tu faisais du building public de ton application, bah ça intéresserait grave du monde et le plus gros point fort c'est que tu aurais beaucoup de feedback en réponse euh, en réponse à tes tweets quoi. Mmh. Ouais, complètement, mais c'est vrai que là, tu vois, moi, c'est pas un problème que je connaissais ça, le problème que résout mon appli. Je fais pas de pote monteur non plus, tu vois? Donc je suis pas du tout dans le domaine et là, bah, c'est quelque chose que j'essaie de corriger, en allant à la rencontre des monteurs, tu vois, qui se sont mis à me suivre, avec qui j'échange maintenant, pour mieux comprendre leurs besoins, quoi. Donc moi, c'était vraiment un coup de chance, tu vois? Parce que le monde du montage, je connais pas du tout et ça, pourtant, je pense que c'est un paramètre important aussi, c'est que quand tu choisis une niche, bah, plus elle t'est familière, en fait et plus tu as des chances de réussir, quoi. Si j'étais parti dans l'idée, de résoudre un problème des monteurs, tu vois? Bah, déjà, j'aurais même pas eu l'idée, quoi, en fait et même si je Hmm. l'avais eu, probablement, j'aurais proposé un truc à côté de la plaque, quoi. Ouais. Peut-être que j'aurais proposé, 10 000 options de personnalisation alors qu'en fait, ils s'en foutent, ils veulent juste gagner du temps, tu vois? Hem, enfin, je j'aurais pas pu concevoir le truc comme là, j'ai pu le faire en ayant des retours des 1 intéressés, quoi. Ouais, ouais, totalement, totalement. Et, euh, et du coup, ouais, donc là, enfin, ton application était un peu victime de son succès. Je crois que tu as dépassé le quota des clés, enfin, le quota que met à disposition YouTube pour récupérer pour faire des requêtes, etc. Euh, je sais que bah, toi, tu es un entrepreneur, donc tu vas forcément réfléchir à un moyen de, comme tu as dit, de capitaliser là-dessus. Je sais que tu avais parlé un peu sur Twitter de monétisation, de la manière dont tu allais monétiser l'application. Est-ce que, bah, déjà, est-ce que toi aujourd'hui, tu as une idée précise de la façon dont tu voudrais que cette application se dirige et aussi, parce que je trouve ce qui serait intéressant aussi, c'est quel est dans ce genre de situation-là, quel est ton cheminement de pensée pour réussir à extraire une monétisation qui soit en adéquation avec bah, le marché et l'outil parce que tu peux pas juste arriver et te dire bon moi je fais un SaaS abonnement mensuel etc. Enfin voilà quelle est un peu la façon dont tu Mmh. penses sur ce sujet-là. Bah, déjà, je pense qu'il y a un truc qui est super important, contre lequel il faut lutter, c'est que en tant que développeur, quand on fait un truc, qui nous tient à cœur et qui en plus reçoit un peu de enfin, voilà, qui reçoit des retours positifs, on peut avoir tendance à s'enfermer là-dedans et à se mettre à créer la feature en masse, tu vois? Essayer de faire le truc qu'on s'imagine dans la tête, comme étant le truc parfait, quoi. Donc ça, je pense, c'est la première chose à calmer. C'est de pas oublier que si tu fais un truc de malade, mais que personne s'en sert, ça servira à rien, quoi. Donc à la limite, il vaut mieux faire le truc le plus simple possible, mais qui réponde au problème le plus précisément possible, que de faire une machine de guerre, quoi. Donc moi, j'essaie de temporiser sur les idées que je peux avoir, de fonctionnalités et tout à mettre là-dedans, pour vraiment ne choisir que, celles qui sont, bah, les plus utiles, au public cible selon le problème qu'il a, quoi. Et après, je pense qu'il faut aussi être réaliste face à son produit, tu vois? Mon app là, elle est pas c'est pas un truc qui va changer la vie des monteurs non plus, tu vois? Probablement que ça va être beaucoup plus confortable pour eux, mais tu peux pas, te mettre à vendre ça comme un SaaS à 40 € par mois, tu vois? Les mecs, ça c'est un confort pour eux, mais c'est pas non plus, un plugin, de ouf qu'ils vont installer sur le logiciel et qu'ils vont utiliser, 4 fois par jour, quoi. Donc c'est Hmm. pour ça qu'en je pense qu'il faut être réaliste, du point de vue de ce que tu développes, mais aussi après derrière du pricing que tu mets en place, quoi. Donc là, moi ce que j'imagine faire, c'est probablement, un achat, unique, tu vois? Donc pas un abonnement, plutôt une licence que tu achèterais, tu vois? Et qui te Ok. donnerait accès, à un ensemble de features, quoi. Pour moi, comme j'imagine, en fait, c'est que quand, le monteur, il va être face au prix, tu vois? Que ça soit, même pas une question, en fait. Ils se disent: «Bah, à ce prix-là, enfin, vraiment le truc, Hmm. vu ce qu'il m'apporte à ce prix-là, je l'achète direct, quoi». C'est pas pour dire que, je brade le truc non plus, tu vois? Mais c'est Mhm. juste que, en fait, la valeur qu'apporte l'outil, elle soit évidente, par rapport au prix auquel je le vends, quoi. Si je Ouais. vends le truc à 100 balles, le mec, il va dire: «Putain», tu vois, il va commencer à se poser des Ouais, questions, il va ouais. remettre le truc en question. Que si tu le vends à un prix, qui a beaucoup plus de sens,
ça va être une évidence. Sans compter qu'après, tu sais, c'est des choses que tu peux faire évoluer aussi, quoi. Tu le présentes comme, le prix, des premiers acheteurs, tu vois? Qu'après ça pourra évoluer. Tu te fermes pas la porte non plus, quoi. Ok. C'est super intéressant parce que pour être tout à fait honnête, je suis aussi dans cette phase-là de pricing où justement je réfléchis et je sais qu'il y a beaucoup de personnes en fait euh, qui en ont aussi un peu marre des abonnements. Et moi je suis le premier, hein. Moi franchement, je vois des SaaS qui pullulent de partout, il y a des abonnements de partout et en fait je suis plus dans cette dynamique de vas-y, l'outil est intéressant, mais ça me saoule de payer tous les mois le truc parce que moi je suis au courant que au final quand tu payes tous les mois ça te revient à plus cher sur le long terme. Je préfère payer le truc une fois et vas-y ça je l'ai et comme ça j'ai pas besoin de me poser des questions. Euh, Mmh. mais c'est vrai que c'est aussi un truc que j'ai l'impression qui vient de plus en plus, le paiement une seule fois. Et c'est vrai que ça fait sens, du coup, comme tu l'as expliqué, par rapport à la valeur qu'apporte ton outil, où en fait, faire un abonnement mensuel, ce serait peut-être pas ce qui est le plus adapté, mais vraiment le côté no-brainer, le mec il arrive sur ta page de paiement, il est en mode ok, ah, ça coûte que ça, mais après, c'est là où il faut faire justement un peu la recherche du prix entre guillemets idéal pour pas que ça soit un truc bradé, mais que toi tu trouves ton compte aussi après. Et puis, j'avais aussi lu ce conseil-là, je sais plus, je crois que c'était sur un serveur Discord où euh, faut, euh, faut pas se prendre la tête, trop se prendre la tête sur les petits projets, sur les premiers projets, etc. Essayez de vous faire un peu de sous dans le sens où vous prenez pas trop la tête à mettre des trucs genre à 90 balles, etc. Mais en gros, essayez d'abord de faire, je sais pas, 100 balles avec votre projet, tu vois. 100 euros, essayez de vous faire d'abord 100 euros, tu vois. Quand je parle pour ceux qui vraiment ont fait 0 euros avec des SaaS ou quoi, d'abord essayez de faire 100 euros et puis après, une fois que vous avez fait 100 euros, enfin, faites petit à petit parce qu'en fait, forcément, on voit tous les SaaS qui sont pricés à des prix des fois beaucoup trop chers pour ce que ça propose. Euh, mais ouais, essayez de commencer par le commencement, tout simplement. Euh, mais ok, très clair la façon dont tu vois le Mmh. pricing. Après, Euh, je pense que ouais. ça dépend aussi, tu vois, des ambitions qu'a le projet, tu vois? Mhm. Le chemin, enfin la logique que je décris là, elle s'applique pas à tous les produits. Si ton produit, tu vois, il a la vocation, d'être utilisé au quotidien, d'avoir un impact vraiment concret sur la vie du quotidien, quoi, de tes utilisateurs, va le vendre différemment, tu vois? Et là, ça serait justifié. Au contraire, parce que si tu le vendais pas très cher, les utilisateurs, ils diraient: «Putain, mais, vu les ambitions qu'il a, comment ça peut coûter si peu cher?» tu vois? C'est que probablement qu'il y a un truc que je comprends pas, tu vois? Donc, je pense que tout ça, il faut que ça soit aligné aussi avec, avec les ambitions que tu as, pour le projet que tu as, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu disais, il faut aussi, vérifier, que tu as bien compris le besoin. Parce que tu vois, quand tu développes un SaaS, un logiciel, tu vas discuter avec des personnes, tout le monde va te dire, enfin, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, c'est bien et tout, putain, ça a l'air super utile, mais arrivé au moment de payer, en fait, il y a plus grand monde, quoi. Donc c'est là où il faut être en mesure assez rapidement, je pense, de passer cette action-là. Parce qu'une fois que tu as vu que les gens vraiment sont prêts à payer, là tu te dis, ok, je tiens vraiment un truc. On m'a pas juste flatté parce qu'on m'aime bien ou que le truc a l'air cool et que c'était gratuit. Vraiment, les gens sont prêts à sortir des sous. Et donc là, je vais pouvoir développer davantage le truc, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et en vrai, c'est marrant, mais en fait, quand on parle de SaaS, etc., au final, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent sur la table. C'est la validation de l'idée, vérifier qu'il existe vraiment un marché, etc. Faire des précommandes si tu peux faire de la précommande. Enfin, tout pour, en fait, justement, éviter de travailler dans le vide et qu'au final ça ne te serve pas du tout, tu vois. Au pire des cas, Mm. euh, si tu développes un SaaS, etc., et que toi ça te sert à titre personnel, à ce moment-là, tu n'auras peut-être pas complètement perdu parce qu'au final tu vas quand même l'utiliser derrière toi. Donc c'est un outil que toi tu pourras utiliser en interne, etc. Mais, euh, mais en général, ouais, la validation de l'idée, c'est vraiment une étape importante. Et il faut être sûr que ton truc répond
un besoin. Et pour ça, il existe une multitude de manières de le faire. Mais ouais, si vous sautez cette étape-là, en fait, bah, la plupart du temps, soit vous allez avoir un coup de chance énorme et du coup, au final, le truc, ça a pris d'un coup et vous êtes trop bien. Et dans ces cas-là, bah, félicitations. Mais dans, je pense, 90% des cas, ça sera juste un flop parce qu'au final, votre produit ne répond pas forcément à un besoin qui est réel. Et c'est plus un truc qui est un outil qui va être cool d'avoir, mais pas un outil qui est nécessaire d'avoir. Et à ce moment-là, bah, forcément, les gens vont être beaucoup plus proches de leur porte-monnaie et éviter de payer pour des outils dont ils vont pas vraiment se servir, ou alors c'est pas vraiment utile pour eux dans leur vie quotidienne, quoi. Mmh. Ok, 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 très très clair. Et du coup, toi en ce moment, parce que du coup on en a parlé brièvement au début, hein, mais du coup t'es digital nomade. Euh, Tu l'as dit, t'es freelance. Du coup, actuellement, t'es quoi? Du coup, t'es freelance et tu bosses pour une boîte française, c'est ça? Ouais, moi je suis freelance, alors la boîte elle est montée par un Belge, elle est immatriculée en France et puis aussi aux États-Unis, donc on Ok. va dire que ça a pas beaucoup d'importance, mais donc ouais, moi je bosse 4 jours par semaine, pour ce client-là. Puis j'ai un jour après par semaine que je garde pour moi, donc ça peut être pour bosser sur des projets ou quoi, en sachant qu'en vérité après je bosse aussi beaucoup le soir, sur la création de contenu et tout ce qui est autour, quoi. Hmm, ok. Bah, au final, je crois qu'on a à peu près le même emploi du temps, toi et moi. Moi, c'est tout pareil, freelance, 4 jours sur 5. Et puis, le cinquième jour, c'est censé être le jour où je bosse sur les projets. Mais au final, enfin, tous les soirs, tu bosses. Au final, enfin, tu finis le taf. Tu crées du contenu, tu bosses sur tes projets, tu organises des trucs, etc. Enfin, on se ressemble pas mal là-dessus. Euh, et du coup, petite question, mais comment du coup tu fais pour gérer tes horaires? Est-ce que bah, ton client il est en mode tu gères toi-même tes horaires et du coup tu bosses quand tu veux, ou alors t'es calé sur les heures françaises depuis là où t'es? Non, je suis pas calé sur les horaires françaises, mais après je fais des journées assez classiques, quoi. Hem, mais c'est une boîte, dans laquelle, on était déjà habitué en fait à bosser avec, des gens un petit peu partout dans le monde, on va dire, quoi. Ok. Donc on est habitué à travailler en asynchrone et à échanger en asynchrone. Donc c'est pas très gênant et presque, ça peut permettre, tu vois, on a presque une journée de décalage. Donc ça permet, par exemple, ils vont faire des retours en fin de journée et ben moi je vais enchaîner sur ces retours, assez rapidement derrière, quoi. Et donc ça crée une boucle de feedback comme ça, heu, qui est pas inintéressante. Donc ça a des avantages et des inconvénients aussi de bosser en décalage. Et en tout cas là, c'est pas gênant, quoi. Ok. 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 Bah, trop trop cool. Euh, un sujet, enfin, si ce n'est le sujet où justement t'as une certaine expertise. En tout cas, c'est sur ce sujet-là où tu communiques beaucoup sur Twitter notamment. C'est au niveau des structures légales. Moi, honnêtement, c'est ce qui m'a intéressé directement. C'est en fait qu'après que j'ai découvert que t'étais freelance et que t'étais dev, etc. Euh, mais parce que je pense que voilà, c'est une question qu'on se pose un peu, bah, au début pour parler un peu freelancing, etc. Mais c'est vrai que je pense que un peu tout le monde commence en freelance en micro-entreprise. C'est un peu le truc classique que tout le monde fait. Et puis après, tu arrives à une étape où tu te poses des questions. Tu es en mode, ok, là on parle de SASU, on parle de SAS, on parle de EURL, plein d'acronymes, et t'es en mode bon, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, ma situation, c'est ça, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je pourrais prétendre au même grille de salaire et tout? Alors, pour pas que ça soit trop verbeux et que ça soit trop chiant pour les personnes qui regardent, on va essayer de, de couvrir ça de façon assez simple. Euh,
toi, même si je sais que tu t'en parles beaucoup plus en détail sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller sur le Twitter de Gabin parce que il a fait des threads vraiment hyper détaillés sur où est-ce que vous allez pouvoir optimiser vos coûts en SASU, etc., etc. Mais disons que voilà, le cas un peu classique, une personne, John, souhaite se lancer en freelance, donc il est dev, il veut faire du freelance, il veut faire de la régie parce que il n'a pas envie de faire du forfait, il veut faire de la régie pour se rapprocher un peu plus de ce qu'il connaît lui en tant que CDI. Euh, Qu'est-ce que toi tu conseillerais d'un point de vue structure légale, etc. Et surtout, parce que je pense que tu vas dire micro-entreprise, etc. au début, quand est-ce que, d'après toi, on doit faire le switch et on doit en gros casser la barrière, le plafond de verre de la micro-entreprise et passer sur un autre statut? Et si oui, lequel, bien sûr. Ouais. Bah, alors, effectivement, si on simplifie un peu, en vérité, le chemin, il est assez simple, hein. C'est micro-entreprise, puis URL. Et donc pour ce qui est de la micro-entreprise, heu, moi, je suis d'avis qu'il faut rester en micro-entreprise aussi longtemps que possible, et jusqu'à ce que ce soit plus possible, en fait, parce qu'il y a un plafond quand même, hein. Donc si tu dépasses ce plafond 2 années de suite, tu en sors, forcément. Et donc moi, je suis d'avis que, bah, il faut, ce plafond, il faut l'éclater 2 années de suite et même en vérité, si tu l'éclates juste un tout petit peu de quelques centaines ou de quelques milliers d'euros, tu vois? Ça peut valoir le coup en vérité de temporiser une année sur 2. Temporiser, ça veut dire que soit tu prends plus de vacances pour faire moins de chiffre d'affaires ou alors que tu bosses, sur des activités qui sont pas rémunérées comme la création de contenu, tu vas faire des live Twitch, développer en fait ton activité. Et pour reprendre ton compteur à zéro et pouvoir dépasser à nouveau 2 années de suite, quoi. Je dis ça parce que c'est la micro-entreprise, du coup, c'est un statut qui est super avantageux, tu vois? C'est le statut qui te permet de te mettre le plus d'argent dans la poche et mine de rien, c'est une étape, qui est importante quand tu es entrepreneur, bah, déjà avoir une situation personnelle stable, tu vois? Avant de pouvoir aller prendre des risques et de te compliquer la tâche, quoi. Parce que la priorité numéro un, c'est quand même d'avoir un business qui fonctionne bien, tu vois? Et c'est, une fois que tu as validé ça, que ça vaut le coup, de se compliquer peut-être un petit peu en ajoutant des outils, quoi. Mais tant que tu n'as pas fait ça et que tu l'as pas fait assez franchement, je pense qu'il faut rester en micro-entreprise, quitte à temporiser un peu, quoi. Et derrière, après, donc le schéma le plus classique, c'est le URL. Ok, ok. Bah, du coup, ouais, donc, en gros, l'idée, c'est de commencer à réfléchir à un statut différent uniquement lorsque tu as bien éclaté le plafond du CA de micro-entreprise, qui est de mémoire 77 700, quelque chose comme ça, en tout cas en prestation de service. Euh, ok, c'est très clair. Alors, tu as dit EURL. C'est vrai que moi, pour être tout à fait honnête, en gros, chez mon client, je crois que je dois être le seul en micro-entreprise encore. Ils sont tous dans des statuts différents, mais la plupart, en fait, sont, il me semble, en SASU. Est-ce que tu pourrais, même si je sais que c'est assez compliqué, mais genre en quelques mots, essayer enfin, nous expliquer un peu la différence entre une EURL, une SASU, et pourquoi l'EURL, dans le cas d'un freelance, c'est quelque chose qui est meilleur qu'une SASU. Ouais, alors en fait, pour l'anecdote, moi après ma micro-entreprise, j'ai créé une SASU aussi. Et donc, en fait, parce que la SASU, souvent, elle est vendue, sous la forme des dividendes. On te dit, en SASU, tu vas pouvoir te verser des dividendes et tu ne perdras que 30 de ton chiffre d'affaires, en fait. Donc tu te mets 70 de ton chiffre d'affaires dans la poche, quoi. Sauf que ce qu'on te dit pas quand on te dit ça, c'est qu'en vérité, avant de pouvoir te verser des dividendes, tu vas d'abord payer l'impôt sur les sociétés, et donc ça, c'est, 15 puis 25 et après seulement tu vas pouvoir payer 30. Donc en vérité, tu es très loin des 30 que tu pensais perdre à la base, quoi. Donc ça, c'est le piège dans lequel, beaucoup de freelance tombent, et le problème de la SASU, c'est que quand tu te verses une rémunération, donc si par exemple tous les mois tu veux te verser, 1 000 €, et ben, tu dois donner 80 de cette somme à l'URSSAF. Donc ça veut dire que tu vas devoir dépenser 1 800 € pour ne te mettre que 1 000 € dans la poche, tu vois? Hem, à l'inverse, en EURL, c'est autour de 45. Donc quand tu prends 1 000 €, tu donnes 450 € à l'URSSAF. Donc tu vois, ça fait une différence, du simple au double là et hem
Et donc, c'est là où, l'URL, elle est déjà plus intéressante pour ce modèle et ça ressemble aussi beaucoup plus aux habitudes qu'on a, tu vois? De se rémunérer régulièrement. Parce que la SASU, avec le versement des dividendes dont on parlait juste avant, ça sous-entend que tu ne te rémunères pas pendant 1 an et que tu te rémunères qu'à la fin de l'année, tu vois? Donc c'est un modèle qui, en plus, est assez compliqué à mettre en place et qui ressemble pas à des habitudes que tu peux avoir, quoi. Et puis après, il y a encore d'autres pièges administratifs, en vérité, quand tu fais ça, dans lesquels tu peux tomber si tu es mal accompagné. Ok, ok, très clair. C'est vrai que moi, on m'a parlé beaucoup de SASU, hein, on m'a dit, ouais, oriente-toi vers la SASU, c'est un bon plan, etc. Mais bah, en fait, c'est vraiment ce que tu viens d'expliquer, c'est le fait que bah moi en fait là je suis en micro-entreprise et moi enfin moi j'ai de l'argent qui tombe tous les mois, tu vois, donc c'est mon salaire concrètement, et passer de ce truc là à un truc où t'es en mode bah, en fait je vais te payer que à la fin de l'année, bah Mmh. c'est assez chiant parce que du coup bah déjà rien que toi pour t'organiser, etc., peut-être tu vas vouloir t'acheter un truc et du coup tu peux pas parce que tu dois attendre fin de l'année parce que c'est un truc perso, tu peux pas le faire passer en frais d'entreprise, etc. Donc donc ouais, et c'est vrai que bah après le URL, bon, 45%, c'est quand même assez élevé et ça te change pas mal. Je crois que ça, bah du coup, tu doubles un peu de par rapport à ce que tu avais. Parce qu'en micro-entreprise, c'était aux alentours de 21, 22%. Ouais, donc tu doubles un peu les cotisations que tu verses. Mais bon, c'est en vrai, après, tu Ouais, gagnes bah, parce que tu fais passer pas mal de trucs, j'imagine, en frais d'entreprise. D'ailleurs, t'avais fait un thread qui était hyper intéressant où justement tu parlais de bah, rien que bah, si tu engages enfin, des prestataires de services pour bah, tout ce qui est ménage, etc. Bah, comme c'est chez toi et tout, bah, mais que toi tu taffes chez toi, bah, tu peux les faire passer en frais d'entreprise, ce genre de trucs qui sont ouais. que moi je ne soupçonnais même pas. Et même pour bah, par exemple la préparation de plats et tout, bah en fait on s'en rend pas compte, mais c'est plein de trucs que tu peux faire passer en frais d'entreprise, bien évidemment, tant que vous êtes capable de le justifier et que ça reste légal, etc. Mais en tout cas, Mmh. hyper intéressant. Donc ouais, donc freelance, donc pardon, micro-entreprise, EURL, très clair. Et puis comme tu as Et dit, alors l'idée juste c'est de simplifier le truc. Ouais, dis-moi. ouais, par rapport à la micro-entreprise, tu vois? Donc effectivement, c'est autour de 22 de cotisation sociale, contre 45 pour le URL. Mais, le détail important, c'est qu'en micro-entreprise, tu es obligé de te mettre dans la poche 100 de ce que tu gagnes, tu vois? Si tu as fait 10 000 € de chiffre d'affaires et Hmm. ben, ça va finir dans ta poche, donc tu paies de l'impôt là-dessus et tu paies tes cotisations sociales là-dessus aussi, quoi. Ah ouais. Là où quand tu es en société comme le URL, tu peux limiter ta rémunération, tu vois? Si tu as besoin que de 2 000 € par mois pour vivre, tu es pas obligé d'en prendre 10 000, tu vois? Donc Hmm. tu vas payer 45 sur 2 000 au lieu de 22 sur 10 000. Donc ça Ah, fait quand même, moins de charges sociales, tu vois? Et derrière, bah, en fait, effectivement, comme tu disais, il y a plein de charges que tu peux faire passer. Donc tu réduis le coût de ta vie au quotidien, tu vois? En faisant passer une partie de ton loyer, en faisant passer, ta facture internet, ton facture mobile. Donc ce qui fait que l'argent qui finit dans ta poche et ben, en fait, il y en a une plus grande partie, que tu vas pouvoir utiliser soit pour tes loisirs ou bien, pour le mettre de côté pour ton futur, quoi. ok, ouais, non, carrément, ouais, ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle, et c'est vrai que bah, ça devient directement beaucoup plus intéressant. Euh, et du coup, en EURL, est-ce que tu as quand même les impôts, enfin, j'imagine que tu as les impôts sur les sociétés, etc., qui arrivent quand même? Oui, c'est ça, c'est, en fin d'année. Donc, tu vois, si on reprend le comparatif qu'on avait à la SASU URL, Mhm. dans la SASU, si tu ne te rémunères pas et que tu as fait du chiffre d'affaires, à la fin de l'année, tu vas payer, l'impôt sur les sociétés sur ce chiffre d'affaires, sur le bénéfice en vérité, hein, parce qu'on faut quand même enlever tes charges. Ok. Et vu que tu t'es pas rémunéré, bah, ce bénéfice, il va être très important, quoi. Alors qu'en URL, quand tu te rémunères, bah, tu réduis ton bénéfice. Parce que c'est une charge pour l'entreprise de te rémunérer. Mhm. Et donc à la fin de l'année, tu vas payer l'impôt sur les sociétés sur ce qui va rester, quoi. Donc ça aurait été diminuer ta rémunération. Et après l'impôt sur les sociétés, bah, faut payer l'impôt sur le revenu, hein, qui est payé par tout le monde, quoi, Ouais. sur, les sommes que tu as pris, dans l'année, quoi. Ok. Ok, très clair. Par rapport aux impôts sur les sociétés, est-ce que tu connais le pourcentage que paye une EURL, où ça va dépendre à peu près du nombre, enfin du montant des bénéfices, etc.
Alors c'est le même taux pour, toutes les sociétés et c'est OK, 15 jusqu'à 42 500 € de bénéfices OK, et au-delà, c'est 25. d'accord. Donc Donc j'imagine c'est pour ça que que quand tu as une URL, le jeu, c'est un peu de trouver le bon équilibre entre tes revenus et ne pas se faire allumer sur les impôts de société. Et est-ce que par rapport à tes revenus, du coup, est-ce que c'est genre t'as une fiche de paye, etc. Ou c'est pas le cas? en EURL, non, c'est pas le cas. Quand tu es, en SASU, tu as des fiches, de paie, heu, parce que tu es en fait, c'est 2 régimes qui sont un peu différents et quand tu es en SASU, tu ressembles un peu à tu es assimilé salarié, on dit, donc tu es un peu un salarié, quoi. En EURL, c'est différent. Tu as un statut, de travailleur indépendant et donc tu as pas de fiche de paie, mais tu as aussi une, rémunération qui peut fluctuer dans l'année, tu vois? Tu prends en fait, quand tu es en EURL, tu te sers sur le compte de ta société un peu comme tu veux. Enfin, Ok. c'est une façon de parler, hein, faut quand Ouais. même, le déclarer comme de la rémunération et cetera. Mais disons que c'est beaucoup plus simple là où, en SASU, bah, tu es obligé de faire des fiches de paie, sur lesquelles tu dis combien tu prends, tu vois? Donc il faut que ça soit, plus ou moins régulier. Ou en tout cas, si tu le changes, bah, il faut informer ton comptable ou la personne qui s'occupe du suivi pour qu'elle mette à jour sur la fiche de paie et tout. Donc c'est un peu plus lourd. Mais tu as pas de fiche de paie, en EURL. Ok. Ok. Je te demande ça parce que euh, pour moi, le plus gros désavantage un peu des indépendants, bah, c'est quand tu arrives et que tu veux, par exemple, louer un appart, ce genre de truc où du coup, bah, tu te retrouves tout de suite. Enfin, tu peux trouver, hein, c'est pas impossible, mais bah, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on va te demander des fiches de paye, etc. Et toi, t'es en mode, ouais, mais moi, j'ai pas de fiche de paye. J'ai des factures, si tu veux, je peux te les montrer, mais bon, ça reste assez compliqué. Je me suis dit que peut-être avec une URL, c'était peut-être possible voilà, d'essayer enfin, de faire des fiches de paye. Mais Mais alors, ok. en vérité, la fiche de paie, tu vois? Donc en SASU, par exemple, tu as une fiche de paie, mais le truc, c'est que quand tu arrives devant ton banquier, tu vois, tu lui montres une fiche de paie, en fait, c'est toi, tu es ton propre patron qui te verse ton propre salaire dans ta propre entreprise, tu vois? Hmm. Donc c'est un truc, c'est débile, tu vois? C'est juste un Ouais. papier, pour cocher une case, mais hem si tu joues ce jeu-là, ça veut dire que tu joues le jeu, de ton banquier qui comprend pas ta situation, quoi, en fait, et que tu vas essayer de te faire passer pour un salarié, quoi, et si tu décides de prendre que 1 000 € par mois et ben, pour le banquier, tu vas être un mec, qui a des revenus, très modestes, tu vois? Alors qu'en vérité, s'il faut, derrière, ta société, elle fait, 10 000 € de bénéfices tous les mois et c'est énorme. Donc pour tous ces problèmes-là, il faut pas oublier que le banquier, au final, ce qui l'intéresse, lui, bah, c'est d'être sûr que ces sous, il va pouvoir les revoir un jour, qu'il prend pas de risque en te prêtant des sous, tu vois? Donc c'est à toi, d'arriver à lui montrer que tu as une société qui se porte très bien, tu vois? Que tu as un chiffre d'affaires qui est croissant, que tu as un gros taux de bénéfice, que tu gères bien tes finances et tout ça, et de le démontrer comme ça, quoi. Après tu peux tomber sur un banquier, qui s'y connaît un peu et qui du coup va comprendre, ou alors sur un banquier qui connaît rien et qui s'il a pas une fiche de paie, bah, il comprend pas et il est perdu, tu vois? Ouais. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Bah, moi, je parlais notamment pour la recherche d'appart, etc. Parce que c'est déjà que bah, quand tu habites dans certaines villes, c'est déjà très très chaud de trouver des appartements quand tu es en CDI, etc. etc. Maintenant, si tu ajoutes la couche indépendant et tout, alors je sais qu'il y a des trucs un peu officieux qui se font, par exemple, tu glisses ton relevé de compte et tu montres au proprio que en fait là tu peux aligner 10-15 ans de loyer, il n'y a pas de y a pas de galère, etc. Mais mais ouais, de toute façon, après, il y a toujours des solutions un peu alternatives, etc. Mmh. J'imagine, qui existent. Je crois que j'ai vu une app aussi passer sur ce truc-là. Euh, Ouais et puis, quand tu es en micro-entreprise, par exemple, tu as quand même ton justificatif de chiffre d'affaires qui est édité par l'URSSAF, sur lequel on dit clairement combien tu gagnes, tu vois? ouais. Ça, c'est un truc qui peut justifier quand tu es en micro-entreprise et après quand tu es en EURL, tu peux aussi demander à ton comptable de te faire une attestation, de combien tu t'es rémunéré, quoi, donc il y a des moyens quand même de prouver tout ça. Tu peux éditer des documents parce que de toute façon, tu n'inventes rien, tu vois? Si tu sens que tu peux que tu peux louer un logement, c'est parce que tu sens que tu as les moyens et donc tu es en mesure de le prouver, quoi. Donc effectivement, il faut juste trouver les bons documents, mais ils existent, quoi. Ouais.
Ok, ok, très très clair. Toujours dans le même registre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de devs qui montent des SaaS, etc., et qui sont sur le live et qui me suivent. Euh, Souvent, on se pose la question de ok, je monte un SaaS et tout. Alors, déjà, je parle pour ceux qui sont tout au début, etc. Faites des revenus d'abord, après réfléchissez à monter une structure et tout, parce qu'au tout début, ça sert à rien de monter quoi que ce soit. Mais dans le cas où, voilà, toi, tu es là, t'as monté ton petit SaaS de ton côté en side project, au final, tu te rends compte que voilà, tu commences à générer pas mal de revenus, tu es peut-être allé, on va dire, à un cas de MRR, tu commences petit à petit à monter de plus en plus. Quel serait pour toi bah pareil, un peu comme tu vois ce que tu avais donné en freelance, en gros un peu le chemin d'un point de vue structure légale, etc., à prendre lorsque tu montes un SaaS en tant que dev ou enfin peu importe quoi. Mmh. Bah, là, pour le coup, pour créer un SaaS, donc la micro-entreprise, c'est pas top. Il vaut mieux opter pour la SASU, parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe quand tu fais un SaaS, c'est que l'argent, au début, il arrive, pas très fort, quoi. Et surtout, tout ce qui arrive, souvent, tu le réinjectes aussitôt, tu vois? Tu vas, peut-être payer ton hébergement, tes services, ou payer des prestataires, enfin du marketing, faire de la pub et tout. Donc, tout l'argent qui rentre, il y en a pas beaucoup et en plus, tu le dépenses rapidement. Et donc, le problème, si tu fais ça en micro-entreprise, bah, c'est que tu ne peux pas, déclarer tes charges. Donc en fait, tu vas payer des charges sociales et l'impôt sur l'argent que tu vois jamais, en fait. Et tu vas en plus en perdre une partie. Là où, si tu es en EURL ou enfin en SASU en l'occurrence, tu fais 1 000 € de chiffre d'affaires à la fin du mois, bah, tu peux dépenser 1 000 €, tu vois? Tu les dépenses, le mois suivant et tu paieras pas d'impôt, tu paieras rien dessus, quoi. Donc, c'est là où la SASU, c'est intéressant et puis il y a l'autre avantage aussi, heu, qui est que, souvent quand tu démarres, ben, des fois tu dois avancer un peu des sous, tu vois? Au début, tu fais peut-être pas assez d'argent en tout cas pour, payer toutes les charges que tu as en pub, en hébergement et cetera. Donc tu vas avancer de l'argent et quand tu as une société, tu as ce qu'on appelle un compte courant d'associé, qui permet en fait tout simplement, bah, de se souvenir de l'argent que tu as injecté dans la boîte. Donc si tu as mis, 1 000 € de ta poche, bah, cet argent tu vas pouvoir le récupérer un jour, donc quand tu le souhaites, sans payer d'impôt sur le revenu et de charges sociales dessus, quoi. Donc c'est juste une façon, pour ton entreprise de se souvenir de la dette qu'elle a envers toi, ce que tu peux pas faire en micro-entreprise. Ok, ok. Et j'imagine que par exemple le statut SASU aussi, c'est aussi celui qui est conseillé bah, pour les personnes qui s'associent, puisque c'est aussi le cas dans certains SaaS où bah, tu as plusieurs cofondateurs, qui soient deux ou trois. J'imagine alors peut-être pas le URL, mais peut-être la SASU qui est plus adaptée à ce cas-là. Ouais, effectivement, donc ça, c'est vrai que dès que tu veux t'associer, de toute façon, bah, c'est pas possible en micro-entreprise non plus, donc il faut opter pour une société. Disons que si tu veux t'associer et mettre les choses au carré, tu vois? Si tu veux bien, décrire qui détient quoi dans l'entreprise, quel va être le rôle de chacun et tout, et que tu veux sceller ça par un document juridique, tu vois? Bah, il faut créer une société, quoi. Et donc effectivement, la SASU, elle est pratique pour ce cas de figure-là. Parce que, contrairement à l'EURL, en fait, si je suggère la SASU, dans cette situation, c'est qu'en EURL, en fait, même si tu ne te rémunères pas, tu vas devoir payer un montant minimum de charges sociales. Heu, donc c'est un peu con, tu vois? C'est-à-dire que tu prends pas de thunes, tu prends rien, mais on va quand même te réclamer des sous. Là où c'est pas le cas en SASU. En SASU, si tu ne te rémunères pas, tu ne donnes rien à l'URSSAF. Ouais. Ok, ok, ouais, 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 non, c'est très clair, très très clair. Moi, moi, j'avais des petites questions par rapport aux structures légales, etc. D'ailleurs, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour. En tout cas, ça a été, je pense que ça donnait pas mal de pistes à pas mal de monde par rapport à leur situation, etc. Que vous soyez freelance ou que vous souhaitiez monter un SaaS et que votre SaaS il génère des revenus, etc. et que vous souhaitez monter une structure. J'espère que en tout cas les conseils de Gabin vous ont aidé.
Euh, Moi, j'avais, justement, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à les poser dans le chat. C'est le moment. On va prendre un peu de temps pour y répondre. Moi, j'avais juste une question. C'était ce principe-là de dividende. euh, comment est-ce que ça se passe? Parce que je trouve que euh, c'est assez flou parce qu'on dit monte une SASU et tu vas toucher les dividendes, ok, mais du coup les dividendes, comment est-ce que ça se passe? C'est sur quoi? Est-ce que c'est sur ce qu'on parle uniquement parce que tu as chiffre d'affaires, mais tu as aussi les bénéfices qui sont deux choses différentes et que parfois les gens les confondent les deux. Est-ce que du coup, tout à l'heure tu l'expliquais un peu, mais comment est-ce que l'imposition se passe sur tes dividendes? Enfin voilà, c'est en gros le système de dividendes, comment est-ce que ça fonctionne et les coûts qui lui sont liés, quoi. Yes, bah, en fait, donc quand tu fais du chiffre d'affaires au fil de l'année, tu vas dépenser, donc tu vas avoir des charges et à la fin, il va rester un bénéfice. Donc c'est vraiment l'argent qui reste dans la société, quoi, et ce bénéfice, il est imposé, à l'impôt sur les sociétés. Donc là, l'impôt t'en prend une partie et après il va rester des sous, tu vois? Si tout s'est bien passé. Donc il reste des sous et là, bah, il faut prendre une décision, tu vois? Qu'est-ce que tu fais des sous qui restent après avoir payé l'impôt, quoi? Donc soit, tu dis: «Bah, moi je le laisse dans la société, ça sera pour plus tard». Donc là, il se passe, pas grand-chose en fait, ça reste juste sur le compte de la société. Ou alors tu dis: «Tiens, bah, moi je veux me verser des dividendes. Puisqu'il y a du bénéfice, qu'il y a de l'argent en trop, je vais en profiter pour récompensionner les actionnaires». En l'occurrence, il y a que toi, donc bah, tu te récompenses toi-même, quoi. Et donc là, tu décides de quelle somme tu vas te verser et sur cette somme, tu as, le choix, tu peux payer l'impôt de 2 façons. Soit tu payes, 12,8, donc c'est fixe. Ok, Ou alors, la somme va s'ajouter à tes autres revenus et ça va être calculé avec ta rémunération et tes autres revenus, quoi. d'accord. Ça, c'est pour l'impôt et après, quand tu es en SASU, tu payes, 17,2 de charges sociales et c'est ce qui fait le fameux 30 dont on entend parler. Donc c'est 12,8 d'impôts plus les 17,2 de charges sociales, ça fait 30. Et c'est ça l'idée. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a 30 qui s'envolent, sur les dividendes que tu te verses, à la fin. Ok, ok. Très, très, très clair. Euh, Est-ce que, parce que c'est en fait en parlant avec toi, je me suis dit, c'est quand même un truc où, enfin, je me dis, t'as pas mal d'expertise sur ce sujet-là, etc. Est-ce que ça t'est jamais venu à l'idée de faire un espèce de formulaire ou quelque chose de ce genre-là où t'arrives, tu te poses et tu renseignes un peu ta situation. Par exemple, on va prendre mon cas, freelance, dev, etc. Je touche tant de CA par année et tout. Je souhaite avoir cette situation-là parce que c'est vrai que enfin, même si tu as donné des conseils, par exemple sur le cas d'un freelance, il faut pas oublier qu'après, comme on l'a dit en début de live, il me semble, mais en gros, c'est histoire d'aller plus vite et c'est pour ça que Gabin donne ces conseils-là parce que c'est ce qui correspond au plus grand nombre de personnes, au plus grand nombre de freelances, etc. Mais c'est vrai qu'après, suivant votre cas, ça peut être aussi différent parce que si au final vous voulez vraiment avoir des fiches de paye, etc., Gabin va pas vous conseiller de prendre une URL, il va plutôt vous orienter vers la SASU. Il y a aussi ce côté-là, ce paramètre-là de ce que vous souhaitez avoir après votre micro-entreprise ou quoi aux caisses. Est-ce que tu t'es jamais dit que ça serait cool de faire un espèce de truc comme ça, une app ou je sais pas quoi, ou un formulaire ou un truc comme ça, ou c'est peut-être quelque chose que tu as déjà conçu? Bah, alors, c'est un truc que je fais un peu au travers de mon contenu, tu vois? J'ai, déjà dans mes articles, tu vois, je vais aborder des sujets précis et j'ai aussi pour projet de créer des espèces de guides, en fait, qui vont être une liste de tâches, en quelque sorte, dans lesquelles tu vas simplement suivre une recette et puis, pour appliquer, bah, toutes les optimisations qui existent. Et effectivement, j'ai aussi dans le fond de ma tête, une idée peut-être d'application, qui permettrait depuis ta situation, bah, de te suggérer toutes ces, optimisations. Mais je préfère déjà, les aborder sous forme de contenu, à chaque fois sur des points bien précis, tu vois?
pour, mettre ça au clair, essayer aussi, de voir, comment, l'expliquer de la façon, qui fonctionne le mieux, quoi. Pour ensuite peut-être l'intégrer dans une application, en sachant que c'est extrêmement complexe parce que la variété, des situations personnelles, tu vois, fait que, c'est compliqué de donner un conseil, unique, qui s'appliquerait à tout le monde, quoi. Même si, moi, je m'adresse quand même à une cible un peu particulière, tu vois? Ce sont soit des freelances, soit des solopreneurs, donc majoritairement des gens qui bossent seuls, tu vois? Et qui sont, dans la prestation de service. Donc ça veut dire qu'à partir de là, je peux quand même me permettre, d'être un peu plus radical sur les conseils que je vais donner parce que je sais à qui je m'adresse, quoi. Donc si demain je devais faire un logiciel, soit il faudrait que j'arrive à toujours limiter, l'utilisateur à cette cible-là, ou alors si elle est plus large, bah là, ça devient extrêmement compliqué et j'ai peur de pas réussir à rendre les choses aussi simples que ce que j'essaie de faire, dans mon contenu, tu vois? Si je fais une application mais que c'est une usine à gaz, ben, c'est perdu, tu vois? L'idée, c'est pas de l'idée, c'est de simplifier le truc. Donc faut réussir à le faire, intelligemment, quoi. Ok, ok, ok. Bah écoute, je savais pas que tu bossais sur des guides, donc c'est cool. Moi, je vais suivre ça forcément de près. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Gamin, moi je te souhaite bah, du coup une bonne nuit parce qu'il est Merci. assez tard chez toi. Et puis et puis on se dit à la prochaine. Peut-être une autre émission sur un autre sujet, peut-être aller plus en détail sur certains trucs, etc. En tout cas, c'était vraiment très très cool de t'avoir. Et puis ouais, Bah, une grave. bonne nuit. Merci beaucoup pour l'invitation, puis ouais, au plaisir, hein, d'échanger. Bonne soirée à vous, du coup. Yes, merci. Allez, ciao ciao. Ciao.